Salut à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode donc de la présentation de ma collection de cartes à joueurs à lunettes, les Goggles Players. Alors cet épisode va être un peu plus détendu, hein, la pression et le stress du premier épisode et de la découverte est un peu passé. Je voulais déjà avant de commencer vous remercier, les retours sont plutôt bons, plutôt positifs. C'est sympa parce que moi j'y prends du plaisir à le faire, mais si en plus ça vous permet de découvrir, redécouvrir des cartes, de lancer des débats ou de passer simplement un petit moment de voyeurisme cartonné, c'est toujours sympa. On va continuer avec 4 joueurs aujourd'hui. Donc l'idée, encore une fois, hein, c'est simplement de vous faire le tour de quelques cartes, de vous montrer ces joueurs qui ont porté ces fameuses ces goggles, pardon, ces lunettes de protection. On abordera également les masques de protection. Et puis l'idée, encore une fois, c'est de finir avec le clou du spectacle et notamment les cartes signées euh, pour le projet, une carte par joueur. Euh, pour revenir sur les retours de l'épisode précédent, alors non, je ne suis pas opticien. C'est quelque chose qui m'a bien fait rire. On m'a posé cette question, je trouvais ça vachement marrant. Donc non, je ne suis pas opticien. Si vraiment je me suis mis à collectionner ces joueurs, comme je l'expliquais, c'est surtout pour un côté historique par rapport à l'histoire de la ligue, puisqu'on touche toutes les décennies, et puis surtout, il y a vraiment ce côté esthétique, en fait, ça rajoute quelque chose. Euh, il y a ce petit plus, ce côté légendaire, ce côté un peu super-héros de la balle orange qui me plaît vraiment. Donc aujourd'hui, on va aborder 4 joueurs, comme je vous l'ai dit. On va commencer par Horace Grant, hein, vous l'aurez vu juste ici. Et puis on enchaînera avec Hakim Olajuwon, Moses Malone. Et puis on terminera avec Amaris Stoudemire pour toucher aussi une période différente des cartes et pas se concentrer uniquement sur la période 90. L'idée, ça va être de continuer ces joueurs et puis d'aller vers la fin sur des joueurs méconnus, totalement inconnus, un peu moins connus, et découvrir ces visages masqués ou avec lunettes. Allez, on va commencer directement. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, Horace Grant, je ne sais pas forcément s'il y a besoin de le présenter. Ça fait partie en tout cas, de la première partie de la grande période des Bulls. Je vais juste ajuster un peu la lumière. Voilà, super. Horace Grant, donc, qui a été drafté en 10e position à la draft de 87. Il a quand même joué sous le maillot de pas mal d'équipes, pardon. Il a été drafté par les Bulls, on l'a vu ensuite partir au Magic. Et puis après, il y a eu pige aux Sonics, aux Lakers. 4 fois champion quand même, hein. 3 fois avec les Bulls, une fois avec les Lakers. Et puis au niveau des stats en carrière, on se retrouve avec une moyenne à 11 points, 8 rebonds, 2 passes. Un bilan plutôt honorable. Pour le coup, alors Horace Grant, là, on est vraiment sur une particularité au niveau des lunettes. J'y reviendrai juste un peu après. Et je voulais vous commencer par vous montrer cette carte, qui est une Tops plutôt épurée. On est encore dans les cartes à l'ancienne, hein, vraiment. Un peu plus de couleurs sur le dos. Alors, la photo bien marrante, les couleurs des lunettes. On est sur une TOPS 92-93 et il y a une information. Alors, si vous arrivez à trouver cette information, je n'arrive pas à la voir. J'ai ces deux cartes qui ont l'air tout à fait semblables. Celle-ci en bien meilleur état. Et on a celle-ci, alors je ne sais pas si c'est un reprint, puisqu'on peut voir en fait une différence sur le contour de la carte. Celle-ci, on a l'impression qu'elle a été découpée par des ciseaux d'enfant. Vous savez, qui font ces petites pointes là, qui ressemblent à un gros timbre en fait. Alors les couleurs sont un peu moins vives sur celle de droite, et pourtant il s'agit bien de la même carte. Sauf que on n'a pas non plus le numéro. Puisqu'ici on a le numéro 324, ici on ne l'a pas. Donc elle est identique en tout point, sauf sur ces deux détails. Et on a également aussi la phrase de présentation, hein, la petite anecdote qui n'est pas du tout la même, c'est pas centré de la même manière, il manque quand même les informations sur les playoffs. Donc au final, je suis en train de découvrir avec vous qu'il y a quand même quelques différences. Donc on peut jouer au jeu des 7 différences, mais je n'ai pas trouvé l'information concernant ces deux cartes en fait. Je sais pas pourquoi. On a ces deux versions, donc si quelqu'un a l'information, je suis vraiment preneur. Je suis vraiment preneur. En tout cas, très belle carte pour commencer. Moi, j'aime toujours quand on n'a pas forcément le public derrière. Une belle attitude du joueur qui s'envole là au lay-up. On peut continuer avec cette jam session 93-94. C'est la seule que j'ai sur ce format. Donc forcément, la taille change, c'est propre aux jam sessions.
Et comme je l'expliquais dans la vidéo du Mayday, hein, où je l'ai reçu, ce qui est intéressant, c'est vraiment de rendre hommage à la verticalité du joueur sur la photo. Là, pour le coup, on prend compte un peu de la taille. C'est sympa de l'avoir de haut en bas sur ce format-là. Quelque chose que j'apprécie. Regardez ici encore, on va chercher vraiment la hauteur. On a toujours les stades, bien sûr, qui sont précisés. Donc depuis sa draft hein, en 87 jusque-là, 93, 94. Plutôt sympa. Un peu chiant à ranger dans un classeur. Je vous le cache pas, parce que forcément ça prend de la place. Mais ça fait la diff. Ça fait la diff. On enchaîne sur du classique, là, avec du Tops. Alors on l'avait vu dans l'épisode précédent, avec James Worthy. 93, 94. Les lunettes blanches cette fois. Les lunettes blanches. On va revenir ici aux lunettes rouges sur du Fleer 93-94. Toujours une belle attitude pour le joueur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tenté ce petit effet, un peu comme un pochoir en fait de bombe de peinture. C'est plutôt sympa, ça habille quand même la carte et ils le reprennent ici derrière. Avec le joueur par-dessus, l'arrière est bien travaillé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté justement. On fait vraiment quelque chose de classique, mais c'est des cartes qui rentrent très bien et que les gens recherchent toujours aujourd'hui. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup en tout cas. Donc, je voulais parler de ces lunettes. Donc, on avait vu que certains les portaient par problème de vue, d'autres simplement pour éviter les coups, hein, suite à des écorchures à la cornée ou autres, notamment Abdul-Jabbar. Il y a vraiment ce côté lunettes de protection. Ici, on était sur des problèmes de vue au niveau d'Horace Grant. La petite anecdote et le truc important et vraiment qui change, hein, c'est important par rapport à cette collection, c'est quand même quelqu'un d'emblématique par rapport à ça pour ma collection, c'est que lui, on était sur des problèmes de vue. Sauf qu'il s'avère il y a eu opération au laser pour corriger justement ces problèmes de vue. Sauf que il a décidé de continuer à porter ses lunettes. Vraiment, comme pur accessoire en fait. Et il explique ça en disant qu'il croisait beaucoup de parents, de grands-parents, qui le remerciaient en fait d'avoir rendu tendance un peu les lunettes par rapport à leurs mômes. Les mômes se faisaient moquer dans les cours de récré par rapport au fait qu'ils portaient des lunettes ou autres. Et en fait, c'est devenu un exemple, c'est devenu gage de fierté que d'avoir ces lunettes grâce à ce joueur. Et c'est quelque chose qui l'a touché. Et du coup, il a conservé jusqu'à la fin de sa carrière le fait de les porter en match, même s'il n'en avait absolument plus besoin. Et je trouvais ça plutôt un beau geste, et c'est ce qui le différencie de tous les autres joueurs de cette collection. Donc c'était plutôt sympa à préciser. Là, on arrive sur Maillot All-Star, Fleer 94-95. Celle-ci, elle a du caractère, elle a quelque chose. Alors, on a déjà la texture derrière ballon, le All-Star Weekend à Minnesota, forcément ce jersey iconique hein, du All-Star Game. Et là, ça change, ça change. Voilà, on a sa petite frimousse derrière. Comme vous voyez bien, il porte pas de lunettes en dehors des parquets. Et ça change. Ces cartes All-Star Game, c'est quelque chose qui se perd un peu aujourd'hui avec Panini, qui se perd même beaucoup. Et pourtant, je trouvais que c'était super important à avoir dans la collection pour l'année, en fait. Vraiment, les collectionneurs qui font les sets par année, c'est toujours un indispensable, ça laisse une trace. On est encore une fois dans une sorte d'almanach un peu de qui a été All-Star dans sa carrière. Donc voilà, c'est plutôt sympa et je l'aime beaucoup cette carte. Alors, derrière, on revient sur du Hoops. Alors là, on est dans le pur classique avec Sir Charles derrière qui essaye d'aller au contre. On est sur du 93-94 également. Toujours pas de lunettes derrière. Mais bref, ce joueur, il y a quelque chose. Il fait partie de la dynastie Jordan avec les Bulls. Super joueur, super joueur. On continue sur du Hoops. La facilité avec laquelle il tient le ballon. Ça m'a toujours fasciné justement ce côté ballon de handball. Alors on parle même pas de cowboy. On est là sur du 94-95. Voilà, donc on voit l'évolution chez Oops, qui restait à peu près dans la même idée, hein, le même cahier des charges. Inversion de couleur en bas, le logo décalé d'un côté à l'autre. On est presque sur de la symétrie pour le coup. Mais Oops a conservé toujours hein, ce côté très sobre.
Là, on rentre forcément dans ma préférence, hein, Skybox. Ça reste tout simplement ma série de cartes préférée, Skybox. Ce qu'ils ont fait entre 90 et 94, je trouve ça fabuleux. Euh, voilà, encore une fois, ils arrivent à aller chercher ce qu'on voyait tout à l'heure sur la jam session en verticalité, mais sur une carte du format classique. Ce bandeau très sobre à gauche, qui met forcément en avant le logo sur fond blanc. Voilà, position du joueur, son prénom, nom, et puis ce fameux petit logo, le 93-94 Edition Skybox Premium. C'est euh, c'est classe. C'est classe. C'est classe. C'est un set qui est très répandu, forcément, mais qui a amené une autre touche. Alors, je fais un peu mon ancien comme ça. C'est vrai qu'on m'a posé la question également. Moi, je suis de 92. Je suis encore dans la vingtaine. Plus pour longtemps, mais j'y suis encore. Alors c'est vrai que faut pas m'en vouloir puisque j'avais précisé que Upper Deck c'était pas trop mon truc et ça a été presque un blasphème pour certains, ce que je peux comprendre qui ont grandi avec. Moi pour le coup j'ai pas grandi avec et avec du recul et mes yeux de voilà de genoux entre guillemets, je peux encore dire ça. C'était important à préciser. On part sur du FLIR, pardon, 94-95. Toujours, alors tout à l'heure on avait ce côté bombe de peinture, un peu pochoir. Et là on se retrouve sur quelque chose qui est, voilà, hop, un coup de pinceau. Alors j'arrive pas à la retrouver, juste pour avoir la comparaison. Voilà. 93, 94, 94, 95. Sensiblement la même chose. On a eu le transfert vers le Magic. On passe au niveau de la couleur bleue sur les lunettes et puis on passe du coup du pochoir à la jetée de peinture, la traînée de peinture et un peu plus coloré derrière. Ça c'est l'avantage avec Fleer, c'est que là ils ont décidé de travailler un peu plus les versos des cartes, toujours les mêmes types de stats. Ce petit contour noir ça rajoute quelque chose, on passe du blanc au noir derrière. C'est toujours important de regarder les versos des cartes. Stadium Club. Du Stadium Club. Alors celle-ci, elle est superbe aussi. Elle est magnifique. 1995, 95-96. Et ça rejoint ce que je disais dans l'épisode 1, avec la James Worthy, les cartes avec des photos prises au-dessus du cercle, avec la peinture derrière. Ça donne une profondeur incroyable. Ça donne de la couleur, c'est vivant. Le maillot est sublime, les lunettes ressortent bien, le rouge, le bleu, ces cartes, je les adore. C'est vraiment, ça fait partie de mes préférences. Ces prises de vue par-dessus, c'est un régal. On peut travailler derrière. Encore une fois, on a quand même pour des cartes, là on est sur, je pense, du milieu de gamme à mon avis, sur cette période. Mais on part sur trois photos différentes sur la carte. C'est super. Celle-ci, je la considère un peu comme vraiment l'image de la collection. Je l'ai même pris en double d'ailleurs pour la mettre sur le petit encart, vous savez, devant le classeur. Pour que je sache qu'il s'agit bien de ce classeur. Là, il y a tout. Il y a le sourire, les lunettes sont vraiment mis en avant pour le coup. On est sur du Tops Gallery. Alors, c'est du 95-96. Alors Tops Gallery, ouais, c'est pareil, on était milieu de gamme aussi. Alors, dommage pour ces cartes puisqu'elles ont tendance à onduler un peu, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ça reste sobre, le petit logo ici, The Classics. Toujours leur. Alors non, sur cette série, il n'y a pas. Il y a pas. C'est sur les séries 99-2000 de mémoire, où ils font les stats par jour, en fait. Ça, c'est très sympa. Au lieu de vous faire ça par année, ils vous disent quels sont ces stats le lundi, le mardi, mercredi, etc. Mais c'est vraiment une très belle carte. Celle-ci, je l'adore. Il y a vraiment un gros coup de cœur. Derrière, on enchaîne aussi avec forcément deux cartes que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est un set, et à chaque fois qui ravit les collectionneurs. Les Fleer Metal. 95, 96, 96, 97 et cette texture donc métallisée. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas trop expliquer à la caméra. Je pense que la plupart d'entre vous en ont tous eu déjà entre les mains. C'est cette texture en fait, cette texture cartonnée derrière et puis ce petit liseré un peu métallique devant. Euh, c'est brillant, c'est coloré. Le logo, alors le logo aussi vraiment de la gueule je trouve avec le M Fleer Metal. Et le set est entier magnifique, il y a rien acheté, hein. Il y a vraiment rien acheté. Un peu moins travaillé sur les versos, quoique, c'est travaillé pour l'époque. Mais bon sang, qu'est-ce que ça
ressort bien dans un classeur. Je sais pas si ça existe pour les autres sports, parce que du coup, cette semaine, j'ai creusé un peu. Je suis arrivé sur un groupe multisport, sport US, avec notamment la MLB et la NHL. Et je ne sais pas si les métals existent sur ces collections, sur ces sports-là. Là, on passe sur du SP Upper Deck. Et vous voyez tout de suite, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est beaucoup plus sobre. C'est beaucoup plus sobre. Alors, c'est pas désagréable du tout, loin de là, avec toujours ce petit logo qui ressort. Mais voilà, ça a moins de caractère, c'est toujours un peu plus fade à mon goût, entre guillemets, même si, encore une fois, Upper Deck reste la référence, ils ont fait de très belles cartes. Je crois d'ailleurs qu'on va fêter les 30 ans d'Upper Deck ce mois-ci. Derrière, on repasse en Fleer 96-97. Encore une fois, belle attitude, super maillot. Y a rien à dire à ce niveau. Bon, je pense qu'il est parti un peu à contre-cœur quand même, hein, des Bulls. Il n'y a pas eu trop le choix. Ouais, c'est super. Tout bonnement super. Toujours chez Fleer, mais en ultra cette fois-ci. 96-97. Et ouais, les lunettes ressortent toujours bien. Le blanc-bleu, j'adore. Rosgren, c'est vraiment un client, hein. C'est vraiment un client avec les lunettes parce que il y a vraiment ce côté emblématique. Là, on le voit bien. C'est un joueur, j'adore vraiment le collectionner. On passe sur du Hoops. Alors là, on est sur quelle année? 98-99. Lié à Skybox. Ce gros plan derrière. Toujours étrange. Ça, c'est un truc auquel j'arrive pas à m'habituer. C'est pas forcément désagréable, c'est un détail, mais des cartes donc au format portrait et on passe sur le verso au format paysage. C'est toujours un peu étrange du coup, parce que quand on tourne la page de classeur, ça fait un peu désordonné. Mais là, ce dédoublement, ce côté un peu zoom en fond, en arrière-plan, noir et blanc, un peu peinture et l'image là. Alors, ce qui aurait été sympa, ce qui aurait été marrant, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est que je vais essayer de faire de l'ombre, mais que le ballon ressorte en fait du liseré blanc, qu'on ait cet effet un peu 3D. C'est quelque chose qui aurait été très simple à faire et qui aurait donné un peu plus de profondeur encore à cette carte qui joue beaucoup sur les différents plans. C'est quelque chose que j'aurais aimé voir, si je peux me permettre d'amener ce petit avis de novice. Et puis, alors celle-ci aussi, hein, elle rejoint un peu celle qu'on avait tout à l'heure chez Topps Gallery. Hop, je la récupère ici. Voilà. Là, c'est vraiment les cartes hors parquet. Et le sourire de ce mec. Heureux de jouer au basket, avec surtout le survêt d'échauffement, c'est sympa aussi. Les lunettes qui ressortent, ce petit liseré doré. Alors là, on est sur du Upper Deck, hein, c'est du SP également. Mais celle-ci, je les apprécie beaucoup. Le lettrage en doré, il y a un travail qui est fait. Alors, on prend un peu sur la photo, mais pour laisser quand même de la place, pas remplir en contour. Super intéressant. Voilà, 94, 95 pour cette SP Horace Grant. Là, on passe sur quelque chose que j'apprécie beaucoup moins. Alors, c'est très épais, c'est plus épais. On a vraiment cette sensation que deux cartes ont été collées ici. Et là, on est sur du Fleer 2001. Et c'est les EX. Alors, c'est très brillant, mais c'est aussi très étrange en fait. Cet effet un peu superposé, collé, comme si on avait voulu donner un effet de profondeur avec ce logo qui ressort pas très bien. On le voit peut-être un peu avec la lumière, avec le lettrage notamment. Comme si on avait collé une acétate sur un morceau cartonné qui est blanc derrière. Du coup, ça fait un effet très étrange. Je pense que c'est une carte qui aurait été vraiment très appréciable pardon, en étant transparente, une version acetate, mais ça n'a pas été le choix, qui a été fait par Fleer. Et c'est bien dommage. Alors là, pour le coup, on ressort des stats contre des équipes, contre les Warriors, Clippers, Suns, Trailblazers et Kings. Ça change un peu, c'est sympa. Et puis là, on voit Horace Grant, surtout, on voit le changement, hein. On passe de vraiment ces lunettes arrondies de protection à des lunettes un peu plus style cycliste à la Bo Outlaw, et James Worthy, fin de carrière notamment. Et on a cette
Topps Chrome. Alors là, par contre, ça c'est super. Ça j'adore. Topps Chrome, c'est pareil. Enfin, je vous présenterai. L'idée, c'est également, au-delà des joueurs masqués, lunettes, du projet auto, aussi de vous présenter une autre collection qui fera l'objet, je pense, d'un hors-série. C'est ma collection de Kevin Garnett sous maillot uniquement des Timberwolves, puisque Kevin Garnett n'a pas de bague de champion et n'a jamais joué ailleurs. Mais il y a des Topps Chrome qui sont fabuleuses. Alors le prix des box est juste inatteignable, malheureusement. Mais là, on est sur du Instant Impact. Toujours très étrange de voir Horace sous le maillot des Sonics. Alors là, on arrive en fin de carrière, hein, en bout de chemin, en bout de route. Forcément, c'était plus en renfort qu'autre chose. Mais le recto est sublime. Il ressort vraiment à la lumière avec de belles couleurs. Ce logo qui est toujours très, très, très sublime des Sonics. Voilà, en espérant qu'un jour on passe en expansion au niveau de la NBA et que les Sonics puissent revenir à Seattle. Voilà, donc ça c'était pour la partie Horace Grant. Je débarrasse. Derrière, je vous avais dit qu'on enchaînait avec Moses Malone. Moses Malone, c'est pareil, c'est un joueur qui est important aussi pour la collection parce que c'est un joueur all-time, forcément. Mais c'est loin d'être celui à qui on pense en premier. Il est loin d'être flashy. Alors, c'est un joueur terriblement efficace en termes de points marqués, hein, au niveau du classement all-time. Et puis aussi, il a traversé différentes périodes de l'histoire du basket américain, ce que je vais tâcher de vous raconter un peu, mais vraiment, joueur emblématique, décédé, je crois, alors si je dis plus de bêtises, je sais plus si je crois que c'est dans les années 90, à vérifier. Là, par contre, my bad si je fais une erreur. Mais en tout cas, ouais, il était drafté en 76, hein, Moses Malone, en cinquième position. Et en 76, bah, il a été drafté en ABA et non pas en NBA. En fait, il y a eu une draft. Alors, il y a eu une draft de dispersion en fait en 76. Je vous dis des bêtises. Il commençait déjà à jouer en ABA. Il a joué sous le maillot des Rockets, des Sixers, des Bullets, des Hawks, des Bucks, des Spurs. Mais en fait, en 76, il y a une draft de dispersion pour la fusion entre la ABA et la NBA. Donc certaines équipes de ABA intègrent la NBA. Et puis donc pour fournir ces équipes, on a cette draft. Donc il est drafté par Portland, mais il y a un échange qui est fait directement par les Buffalo Braves, pour suite de problèmes contractuels, notamment financiers. Et puis du coup, voilà, il n'est pas conservé du tout par les Braves, puisqu'il finira donc à Houston, aux Rockets. Moses Malone, the chairman of the boards. Ouais, 9e meilleur marqueur de l'histoire quand même. On a tendance à l'oublier parce que c'était pas forcément quelqu'un de très spectaculaire à avoir joué. Et pourtant, 3 fois MVP, MVP des finales 83, une bague de champion. Et les stats en carrière, accrochez-vous bien, à 20 points, dire bon. Voilà, quel joueur. Si vous avez eu l'occasion d'aller voir des highlights, des récapitulatifs un peu de moments forts de sa carrière. Il y a des images qui se trouvent et ça vaut quand même le coup d'œil. Alors ça, on verra ça juste après, puisque c'est sous le maillot des Bucks. Il y a beaucoup de cartes, hein. On trouve beaucoup de cartes sous le maillot des Hawks, notamment celle-ci. Là, on est sur du Fleer. Alors celle-ci, je vous les ai pas montrées encore. Fleer 89-90. Toujours le récap des stats, voilà, les pourcentages. Euh, on a toujours la petite anecdote, comme quoi il a donc joué 2 années en ABA, Utah et Saint-Louis. C'est sympa de faire ressortir le logo comme c'est ici. Et toujours cet effet cartonné vraiment sur le verso qui est propre aux cartes euh, pré 90. Bon, cette série, je vais plus la présenter, j'en ai assez parlé la dernière fois, mais voilà, les cartes sont canons, hein. Toujours l'effet sur le ballon de basket. Je trouve ça vraiment terrible. La photo toujours derrière. Alors, soit photo décalée, un peu kitsch. Il y a toujours une volonté aussi de mettre un peu de légèreté là-dedans de la part de Skybox. Les Hoops, également, on les a vus, hein, les 90-91, avec ces belles lunettes. Toujours. Également sur du Hoops, 91-92. Alors ça, c'est des séries qu'on a déjà vues, donc je vais passer rapidement, hein. Je vais passer rapidement. Voilà, celle-ci, j'en avais parlé. Hop. Je l'adore.
Je l'adore. Je sais pas, il y a quelque chose avec cette présentation au-dessus, ce bandeau qui fait diablement ressortir la photo en dessous. Et puis voilà, toujours le petit côté sympa d'enlever les lunettes pour tirer les lancers francs. Non, les milestones, ouais, oups, j'aime beaucoup. Là, on revient sur du Flair 90, pareil, très simple. La petite pause, hop, pour aller au dunk. Et on arrive chez Panini, puisque Panini, du coup, ressort pas mal de cartes de Moses Malone, en fait. Ça arrive régulièrement en insert dans les collections. Là, c'est sur du Panini Crusade, du coup 2013-2014. Et c'est vrai que Panini lui rend souvent hommage. Alors, pas à travers des cartes signées forcément, vous vous doutez pourquoi, mais en insert, ça ressort beaucoup. J'ai pas d'affection particulière pour ces fonds, ces Crusades qui sont une version un peu cheap des Excalibur, qui ont un peu plus de caractère, un peu plus de sens, mais toujours sympa à avoir dans la collection. Là, on arrive sur du Classics 2010-2011. On est toujours sur du Panini, hein, de toute façon. Et numéroté sur 299. Alors je dois remercier pardon, Estelle pour celle-ci. C'est lors d'un trade avec Estelle que j'ai pu récupérer cette carte numérotée. Legend. Voilà, c'est sobre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça. On revient dans le côté plutôt épuré des cartes des 90s. On n'a pas trop de froufrou à la Panini. Froufrou qu'on retrouve par exemple ici avec du Panini Brillance. Et ben, comme son nom l'indique, ça brille très fort. Bon, ça ressort pas spécialement dans une collection. Alors, par contre, le côté sympa que j'aime bien, c'est que le texte, en effet, est un tout petit peu en relief. Euh, Ça, c'est des détails que j'apprécie, et on voit notamment l'impression du texte en relief derrière ici, en fait. On voit que c'était imprimé dans la carte. Donc ça, c'est plutôt canon. J'aime beaucoup. Je voulais revenir sur, du coup, hop, ces Malone, et notamment la période Bucks. Skybox. Toujours ces photos, voilà. Ça devait être période d'échauffement. Pareil, rien à dire. J'en ai déjà suffisamment parlé. Elles sont sublimes. Ça fait partie de mes préférences. Les passées and présentes qu'on a vu la dernière fois dans l'autre épisode. Donc on avait une Abdul-Jabbar similaire. Sympa également. Les tops, on a vu la même juste avant, la même année avec Horace Grant. Et là, on finit avec une série Panini, 2013-2014. Donc là, on est sur du Totally Certified, qui maintenant est juste Certified. C'est une collection qui a été reprise désormais. Et là, on rentre voilà, sur des versos beaucoup plus à la Panini, sans photo derrière. Pas grand-chose à dire sur cette carte. C'est brillant, ça va rejoindre les titanium, les brillances, ce genre de cartes où on mise vraiment sur le côté argenté et brillant. Et on peut noter quand même un petit travail stylistique, une différence de texture et de magnifiques traces de doigts qui sont laissées forcément sur ce type de carte. Voilà. Allez, on va enchaîner tout de suite. On va passer à un joueur. Quel joueur? Quel joueur? The Dream. Hakim Olajuwon. Et là, attention. Alors déjà, on va commencer par celle-ci, hein, les Hoops, dont je vous parlais juste avant, avec ce bandeau qui me plaît tant, cette typographie. Et là, les lunettes, elles ressortent magnifiquement bien. On est sur des lunettes à la Abdul-Jabbar avec un élastique derrière, sacré élastique, mais on a presque l'impression qu'on est sur des hublots, on est sur des loupes, c'est canon. Alors, Hakim Olajuwon, c'est un peu plus compliqué d'en trouver puisqu'il n'a pas porté des goggles toute sa carrière. On est vraiment limité sur une période. Et là, ce qui change de la version qu'on avait, la Milestones, tout à l'heure avec notamment Moses Malone, c'est qu'on est sur du Inside Stuff, donc toujours la même série, hein, Oops 91. Et puis là, on a le droit du coup à une petite interview de la part d'Hakim, qui parle notamment d'un fait intéressant, c'est qu'il a changé son prénom. Alors, il l'a changé. On retrouve en fait des cartes où il portait son ancien prénom, à savoir Hakim toujours, mais sans le H. Sans le H. En fait, il y a une notion de signification.
notamment par rapport à l'islam, hein, puisque grand pratiquant, très grand croyant, Hakim Olajuwon. Là, c'est la période du Ramadan actuellement, et c'est vrai qu'on a l'anecdote qui est ressortie, à savoir qu'en février 95, malgré le fait de faire le Ramadan, bah, il finit quand même joueur du mois en février 95 avec des stats hallucinantes. Il y a toujours ce joueur porté par le pouvoir sacré de sa foi, et je trouve ça vraiment beau. Et il en parle justement ici. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup retrouver. Des cartes avec des interviews, simple question qui est posée sur le fond. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'intéressant à lire et qui change soit d'une petite anecdote qui est toujours bonne à prendre, soit d'une présentation des stats qu'on retrouve sur toutes les cartes en fait. Donc à partir du moment où on l'a sur une carte sur la même année, bah, on peut décider de varier un peu, notamment pour Panini qui désormais a le monopole. Donc voilà, Panini, si vous m'entendez. On enchaîne avec du Upper Deck. Alors Upper Deck, je leur reprochais énormément de choses, comme vous avez pu déjà l'entendre, notamment le fait que ça ne me touche pas spécialement, mais alors là, je ne peux que m'incliner face à cette série. J'ai le découvert lors d'un break d'Hervé qui avait pris la box entière, en fait, tout le set de ces cartes holographiques. Et là, donc c'est Upper Deck Team MVP, avec un verso qui n'est absolument pas travaillé ou autre. Par contre, sur le devant, c'est du 92-93. Sur le devant, attention. Alors là, on le verra peut-être pas bien, parce que c'est toujours difficile à la lumière les versions holo. Mais lorsque vous l'avez en face des yeux, vous avez. Oh, quoique, on le voit un peu. On a vraiment cette sensation de profondeur qui est incroyable sur ce type de carte. Vraiment, cette partie du joueur ici, qui a l'air de ressortir totalement de cet écran. Alors, le format carré pour l'hologramme est vraiment pertinent dans ce sens. C'est qu'on a cette sensation de mouvement derrière. C'est des cartes qui sont pas forcément très répandues, qui sont faciles à récupérer. J'en attends notamment une pour James Worthy de la même collection. Et ça, c'est une super découverte. Et là, on peut que s'incliner. C'est simplement Upper Deck qui a fait, je trouve, en tout cas pour les cartes NBA, les meilleures cartes holographiques. Là, on revient sur du past and present qu'on a déjà vu. Euh, bon, super. Toujours le même maillot, même lunettes. Pareil, c'est très soft derrière, hein. On a vraiment cette écriture. Moi, ça me plaît ce genre de carte. Ça me plaît. J'aime bien la simplicité. Même si, et là, je suis obligé de vous avouer que ça fait partie de ma carte préférée d'Hakim. On est vraiment sur du kitsch absolu sur cette carte. Mais qu'est-ce que je l'adore. Elle est belle. Alors, c'est dessiné, hein. Il y a différentes cartes de ce style sur cette collection. Puisque du coup, on est sur du Fleer 93 de Dream. Et alors là, on peut noter les merveilleuses lunettes sur le front, toujours détail appréciable. Et puis le retour aux sources, le safari, les origines, avec ce merveilleux tigre derrière, cet éléphant. Enfin, je l'adore cette carte. Voilà, elle a un côté vraiment fun. C'est ce que je disais, la collection, le partage, c'est aussi pour garder. Il y a le côté esthétique, il y a le côté valeur financière qui ressort beaucoup désormais, mais c'est aussi surtout pour le fun, et là on en a vraiment. C'est une carte qu'on n'oublie pas. On la voit passer une fois dans une collection et on ne l'oublie pas du tout celle-ci. On l'oublie pas. Tops, on arrive sur du Tops. Alors Tops, cette série, les 50 Point Club, on a notamment les highlights qui sont sur la même présentation. Alors les bandeaux très simples comme ça, avec notamment voilà, une écriture blanche épurée. Enfin, c'est quelque chose qui ressort, ça ressort trop bien, ça ressort trop bien. Elles ont de la gueule. Les Jordan sur cette série sont sublimes. Euh, voilà, les lunettes sur le front, l'écriture un peu plus travaillée. Alors, c'est vrai que du coup, Hakim, j'ai oublié de vous le dire, juste à refaire un peu sa carrière quand même, c'est important parce que c'est l'occasion aussi de refaire un point sur l'histoire de la NBA. On regarde les cartes ensemble, on parle des joueurs, on partage nos avis, et puis on peut aussi parler de l'histoire de la ligue, c'est quand même important. Drafté en premier en 84. Alors il a joué que dans deux équipes, Hakim. Il a joué aux Rockets, avec qui il a été du coup deux fois champion, MVP des finales en 94-95. On remerciera Michael Jordan de ne pas avoir participé au final ces années-là. MVP en 94, défenseur de l'année en 93-94, le back-to-back. C'est dire aussi à quel point ce qu'a fait Rudy Gobert par rapport à ce trophée est important et restera gravé à jamais dans les livres d'histoire. Et puis les stats en carrière, bah c'est ridicule, hein.
22 points, 11 rebonds. Voilà, c'est magnifique. Hein, c'est un dominateur. Alors c'est sujet à débat, moi je le mets dans mon top 10 all time. Voilà. Je détaillerai pas le reste du classement. Généralement, il arrive en 11e ou 12e position. Moi, je le mets dans le top 10. Et donc, deux équipes dans sa carrière, hein, puisqu'il a terminé sa carrière au Toronto Raptors. On revient sur les Skybox 91-92 avec cet insert The Magic of Skybox. Et puis surtout, ben, on a un verso qui aurait pu être le recto. C'est ce qui est super intéressant sur cette carte, puisque on a la photo de départ en fait qui a permis la création plus stylisée de cette carte. Et ça j'aime bien. Ça j'aime bien, puisque là on rentre un peu dans la tête des créateurs qui ont pensé cette carte. Et de voir la matière de départ et le résultat final, bah, c'est super intéressant. Et puis toujours ce côté épuré, mais une super carte en tout cas. On revient sur les tops découpés au ciseau. Et au final, ouais, je remarque les mêmes informations qu'on a pu voir sur Rosecrans. Pas de numéro ici. Là, on n'a même pas de texte anecdotique et non plus pas de stats en playoff. Donc il faudra vraiment que je creuse cette histoire de ces cartes découpées. Je ne sais pas si c'est du promotionnel. Je ne sais pas ce qu'il fallait découper dans du magazine, j'en sais rien. Avec des couleurs, c'est vrai qu'ils ressortent quand même beaucoup moins. Fleer Ultra, un petit insert en gros plan, NBA Jam Session. C'est marrant. Ça rejoint presque le côté prise de vue d'au-dessus avec la peinture. Là, c'est tout de suite, c'est pour aller faire un bisou à la caméra en allant dunker. Avec une petite citation, ça change. Ça change. Ça, c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on n'a pas forcément. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être inspirant aussi pour Panini, hein. On a les stats, on a les anecdotes, on a les infos sur la période pré-pro, hein, avec l'universitaire ou autre. Par contre, une citation de joueur, alors certains sont inspirés, d'autres un peu moins. Je pense notamment à Charles Barkley parfois. Mais ça peut être aussi source de motivation pour le collectionneur, hein. Quand on s'accroche à un joueur, on s'accroche à son style de jeu, on s'accroche à la personne. Et puis, on s'inspire toujours de ses déclarations. C'est toujours un facteur de motivation. Et, euh, et ça, c'est plutôt pertinent. Quelque chose qu'on ne voit pas assez, à mon goût. On revient sur du Fleer Ultra, pardon. Rejector. Quel contreur, hein, forcément. Quand on est deux fois de suite défenseur de l'année, euh, c'est qu'on est plutôt à l'aise, notamment au contre. Fleer Ultra. Petit effet. On s'est permis un petit effet ici de design, mais elle est cool aussi. Canon. Le Texas Tornado. Les lunettes toujours mises en avant. C'est une super carte aussi. C'est une super carte. Et on rentre sur bah, ce que je disais tout à l'heure. euh, sur les cartes hommages au All-Star Weekend de l'année. Euh, donc là, on est sur les 96-97. On a notre petit Dennis Rodman en fond. Et voilà, toujours avec ce jersey magnifique. Et ça ressort, et c'est des cartes qui devraient revenir. Comme les cartes de coach. Je milite aussi pour le retour des cartes de coach qu'on a vu à un moment. Alors dernièrement, je crois que ça s'est arrêté avec les Prismes, qui avait fait une collection, je crois que c'est une Popovic de cette année-là. Je saurais plus vous dire l'année, mais c'est quelque chose que Panini a totalement abandonné, hein, les cartes de coach. Voilà. Hakim Abdul Olajuwon. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce joueur. Enfin, de vous présenter. C'est un bien grand mot. D'en parler avec vous. Et puis du coup, histoire de varier, comme je vous l'avais dit, on va terminer avec Amaré. Amaré Stoudemire, qui désormais est assis sur le banc des Nets, qui a retrouvé Mike D'Antoni, qui a retrouvé bien sûr son compère de toujours, Steve Nash, hein. C'était voilà, une arme de destruction massive en pick and roll, Nash et Staude. Et on va commencer du coup avec une Court Kings. Alors je regarde pas toujours la caméra, vous m'excuserez, j'oublie parfois de faire le point, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fond notamment. Voilà, Court Kings 2009-2010. Là, on est sur les débuts de Court Kings. Voilà, je vous en ai déjà parlé, hein, vous savez ce que j'en pense des Court Kings. Et on le voit ici, hein, cet effet, regardez à la lumière. Rien que ça, c'est travaillé. Enfin, ça donne une valeur supplémentaire tout de suite en termes d'esthétique, en termes d'esthétisme, pardon, à la carte. En pleine action, avec des lunettes cette fois, conjoint des lunettes cyclistes, hein, plutôt portées par Stoud. Du coup, il a été drafté. Alors, je vais reprendre
Je vais reprendre les informations quand même, c'est toujours important, je vous l'ai dit tout à l'heure, drafté en 9e position en 2002 par les Suns. Il aura joué sous le maillot des Suns, des Knicks. Il y a eu une pige aux Mavs, puis au Heat. Et ensuite, il est retourné jouer. Il est retourné. Il s'en est allé jouer en Israël, puisqu'il a la double nationalité israélienne notamment. Rookie de l'année, hein, du coup, en 2002. Alors, pas de bague, sauf erreur de ma part pour Stoudemire. Bon, on connaît forcément l'histoire, hein, c'est une arme de destruction massive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Nash sous le maillot des Suns, même si ils réussiront jamais à aller chercher leur bague. Et puis derrière, Onyx, bah voilà, c'est une carrière qui est minée par les blessures, donc forcément, c'est un peu en demi-teinte. Euh, je- c'est 19 points et 8 rebonds en carrière, donc ça reste quand même exceptionnel pour un joueur. Et puis du coup, enfin, quand je pense à Stout, pardon, alors je commence à chercher mes mots, c'est que je fatigue un peu, et sûrement vous aussi après 40 minutes de vidéo, mais on a bientôt fini. Je voulais parler de la finale de conférence 2005, c'est ça, contre les Spurs, où là vraiment il a été au-dessus du lot. Il a été au-dessus de tout, puisqu'en 5 matchs, alors Phoenix a perdu malheureusement cette rencontre, hein, cette finale de conférence à l'Ouest contre les Spurs, mais on est à 37 points d'Irbon en 5 matchs, hein. C'est une machine à scorer. Il leur a tout fait. Il leur a roulé dessus, mais malheureusement, le collectif des Spurs, cette machine qui était plus que bien huilée en 2005, est passé sur Phoenix. Voilà. On enchaîne donc là avec des petites règles, hein. On est sur du Panini Season Update. Donc c'était simplement pour marquer les transferts en fait que Panini faisait ça. Il n'y a rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. Alors ça, je vous en ai pas montré encore, c'est les complete. On est vraiment sur le tout, 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 tout début de gamme de chez Panini. 2015-2016. Alors, on est sur un format qui ressemble un peu au Oops, qui a juste après, notamment sur le verso. Voilà, quelque chose de. On fait pas plus basique que ça, parce qu'on est même en noir et blanc. La Complete fait quand même l'effort d'avoir le logo coloré. Mais là, c'est du très très cartonné. Alors, ce que je vais faire, c'est pas bien, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on est sur une feuille de papier juste un tout petit peu plus épaisse qu'une feuille classique. Et c'est la seule carte que j'ai sous maillot du 8. C'est pour ça que je la conserve précieusement. Donc là, je vous montrer, puisqu'on passe derrière sous les cartes Nyx, forcément, étant un grand amoureux des Nyx. Euh, j'ai privilégié cette équipe. Alors d'ailleurs, vous voyez ici un beau tapis de bureau de Lakers. Pour la petite anecdote, j'avais commandé celui des Knicks forcément de base et malheureusement erreur de livraison, plus de stock et j'ai dû me contenter de celui des Lakers. Alors il est très beau, il est très bien, je l'utilise quand même, mais sachez que voilà que mon cœur est plutôt orange et bleu que purple and gold. 2012-2013, les Panini par Panini. On en avait parlé également. Alors, j'aime bien. En fait, c'est bête, mais aussi voir le visage de joueurs sans les lunettes quand elles sont mises sur la tête pour les lancer francs ou posées sur le front. J'aime beaucoup. Là, on arrive sur du select. Alors là, c'est du propre à Panini également. Euh, alors, si je dis pas de bêtises, 2013-2014. On, on se rapproche tout doucement de ce que fait Prism. Voilà, j'arrive à faire le point. Là, on est quelque chose d'argenté très brillant. Par contre, voilà, ça travaille un peu plus. Ce design épuré, puisqu'on a aussi des die cuts qui suivent la forme ici. Ce contouring, les die cuts existent chez Select. Et c'est des super cartes. C'est des super cartes. Voilà. J'ai pas d'affection particulière pour les prismes, vous le savez. Par contre, les Select, bah mine de rien, ça me parle quand même. Ça me parle. Les Titanium. Carte un peu plus épaisse, c'était du milieu de gamme, ça n'existe plus, hein, les Titanium 2013-2014. Euh, bon, moi je trouve ça grossier sur le fond. Malgré la belle attitude du joueur, on met en avant quelque chose d'un peu plus argenté, métallique, guerrier. Je pense que c'est l'idée derrière ces cartes. Et puis on arrive sur la fainéantise Panini, qui, malgré tout le bon travail qu'ils savent faire sur certaines séries, on ne peut pas non plus tout jeter, mais on revient sur de la photo similaire en recto et verso. Les past and present, elles sont superbes. Toujours colorées, toujours à l'essentiel. J'aime beaucoup. Ça travaille un peu, ça tente des trucs sur les typographies.
les a déjà vues celles-ci, hein. Mais pas mal d'affection n'empêche pour celle-ci, il y a tout qui ressort. On continue sur Past and Present. Alors là, c'est sur un insert, et celle-ci, elle est incroyable. Alors déjà, il y a ce petit effet laser, alors, qui aujourd'hui est décliné notamment avec Panini sur les dernières séries. Quand on voit les Oops, Donruss, etc., c'est décliné sous 30 versions différentes. Mais là, pour le coup, on est sur du 2012-2013. Chez Past and Present, donc c'est les inserts Fireworks. Euh, c'est peut-être un peu kitsch, mais alors qu'est-ce que c'est canon! L'attitude du joueur qui s'en va dunker, le coup de lance-flamme, les belles Jordan qui vont avec. Et puis ce petit effet brillant en plus, qui est uniquement sur la partie flamme et joueur. Fireworks, elles sont très 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 canon. Je suis content de l'avoir celle-ci. Je suis content. Là, on revient sur de la base. 2010-2011, des Donruss. Alors, Donruss, actuellement, ça fait partie des séries que je préfère aussi, non pas pour leurs règles, mais pour leurs inserts. Les inserts sont souvent canons, moi ça me plaît notamment, je pense aux rétro series, et puis Donruss en optique, ça ressort très très bien. Ça me rappelle un peu les Top Scrum, justement, ce côté carte de base et carte un peu plus épaisse, optique et chrome. Bon, là on est sur du tout à fait classique, hein, 2010-2011. Donruss, c'est à avoir. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Les classiques 2010-2011, donc ça on l'avait vu avec Moses Malone, non numéroté celle-ci. Ah, on arrive. Alors là, on arrive sur des cartes un peu plus épaisses, puisque je vous avais montré surtout beaucoup d'inserts et de régulars. Là, on arrive sur quelque chose d'un peu différent, notamment des jersey cards derrière, que j'ai pris le temps de vous sortir pour Stoudemire. Celle-ci fait partie des toutes premières cartes que j'ai eues, que j'ai achetées quand j'ai commencé la collection de cartes NBA. On est sur du Gold Standard, Gold Mining. Euh, alors c'est quelle année? Je suis en train de regarder. 2011. 2011. Et cette carte, j'en suis tout bonnement amoureux, non pas pour le recto, mais pour le verso. Alors là, en termes de travail derrière, c'est symétrique, c'est vraiment bien travaillé. Alors, je vais essayer de faire le point pour le détail. Malheureusement, j'y arriverai peut-être pas. Alors, vous m'excuserez, je ne suis pas expert en la matière. J'improvise. Voilà, ce petit travail juste ici. Donc elle est numérotée, hein, bien sûr, vous le voyez, mais même la typographie, enfin tout est canon, et surtout cette symétrie absolue, le logo est bien placé, l'écriture du nom, enfin j'adore, c'est une carte que je préférais presque présenter comme ça dans mon classeur. L'avant c'est très brillant, hein, c'est très brillant forcément. Voilà pour cette Gold Standard, on n'en avait pas vu encore, c'était l'occasion de vous montrer. Là on arrive sur une carte Elite, une Jersey Card. Très simple, je crois qu'elle n'est même pas numérotée. Non, 2012-2013. Alors, Elite Series, c'est loin d'être ma préférence. Ils ont réussi à faire une carte. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas sortie, je vais vous la montrer juste après. Il faudra juste m'excuser quelques instants. Ils ont juste un set qui est très beau, que je vais vous montrer juste après. Donc là, Dominators Forward. Là, on arrive sur du Totally Certified 2014-2015. Alors, je vous ai spoilé pour la suite. Vous voyez, on le voit à travers. Alors, celles-ci, elles sont sublimes. Elles sont sublimes. Je suis notamment à la recherche d'une version de J.R. Smith qui porte un masque de protection sur celle-ci. Donc, on a le petit bout de jersey, le côté acetate, comme vous pouvez le voir. Et franchement, ça ressort, c'est super. C'est super. Il existe deux versions, hein, les Blues et les Reds. Les Blues sont sur 199, les Reds numérotés sur 99, je crois, de mémoire. Ou sur 49 à vérifier. Mais bref, elle est canon. Je crois que c'est une de mes préférées de Stoudemire. Même si là, on arrive sur quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Les Panini noirs. Alors, je vais pas vous présenter la série. Elles sont super recherchées, elles sont magnifiques. Là, on a le droit à un beau morceau de jersey à trois couleurs, numéroté sur 49. Alors, voilà. La photo en noir et blanc, c'est travaillé, c'est vraiment élite, c'est classe. Une belle carte épaisse. Ça ressort, qu'est-ce qu'elles sont belles. Là, vraiment, ce sont les sentiments qui parlent face à ce genre de carte. C'est c'est à la fois, c'est toujours le mélange entre quelque chose de travaillé juste ce qu'il faut avec cet hommage vraiment
hommage à la LA Noire. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique carte. Pour conclure, justement, ne bougez pas, j'aurais dû la préparer avant, je ne l'ai pas fait. Je vais juste aller vous chercher une carte que je voulais vous montrer de tous les meilleurs. J'arrive tout de suite. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct, mais il fallait absolument que je vous la montre. Alors, je vous parlais de Elite Series. Elite Series, je vous en parlais, qui n'avait pas forcément, ou loin de là, ma préférence, avec ce petit logo qui est reconnaissable en haut à gauche. Et là, ils nous ont fait une série d'inserts. C'est les Elite Series, je suis en train de regarder de quelle année, de 2012-2013. Un insert qui s'appelle Glass Masters. Et là, on est un peu plus loin. Enfin, on est sur de l'acétate, mais en version. Alors là, c'est carrément un effet vert. Alors j'essaye d'ajuster, ça va être compliqué. Voilà. Donc là, la transparence, elle est absolue, mais on est surtout sur une carte d'épaisseur. On a vraiment de l'épaisseur sur cette carte, et on est vraiment sur quelque chose qui donne cet effet vert. Enfin, elle est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous collectionnez un joueur en particulier, je vous conseille d'essayer de voir si il ne fait pas partie de ce set, parce que franchement, entre les mains, alors je sais pas comment ça rend du coup à l'écran, mais entre les mains, c'est super. Ça pèse un petit poids. Il y a des inscriptions qui sont vraiment très très épurées qu'on voit ici. Bien sûr, l'inscription Glass Masters. Et ce qui est classe, c'est de positionner le joueur en fait qui prend la dimension du terrain avec la couleur de la peinture. Enfin, c'est une vraie réussite cette carte. Une vraie réussite. Voilà, on va se quitter là-dessus. Du coup, pour les prochaines séances, je verrai ce que je vais vous proposer pour les prochains épisodes, pardon. En tout cas, c'était sympa de revenir sur ces quatre monstres, ces quatre gros joueurs. On va se retrouver régulièrement. Je vais essayer de suivre le bon rythme pour qu'on puisse arriver jusqu'au bouquet final et vous présenter quelques très belles cartouches en signature. Allez, merci à tous d'avoir regardé ça. À la prochaine.